Alors, ça a plusieurs sens. C'est un, peut-on accepter un parallèle avec la question juive, bon, dans un contexte complètement différent, bien sûr, c'est-à-dire une autorité religieuse qui arrive à de manière plus visible dans l'espace public, comme au début du XIXe siècle, après l'émancipation des Juifs par la Révolution et par Napoléon. Est-ce que c'est pertinent de poser la question? Bon, je la pose au début du livre, hein. Donc du coup, puisque quelquefois certains y font allusion, c'est-à-dire effectivement un ensemble, une communauté qui vient comme ça s'imposer dans la communauté nationale, enfin, à l'époque, hein. Bon, mais je ne dis pas que c'est pertinent, mais je dis que ça mérite qu'on se pose la question. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas la construction d'une question musulmane? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que la question musulmane ne s'est pas imposée par une construction, c'est-à-dire par l'objet de repoussoir qu'elle peut représenter pour un certain nombre de gens, gens de plus en plus étendus. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une question musulmane dans ce sens? Donc voilà les deux angles, quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si les musulmans, dans leur ensemble, veulent que la laïcité soit un principe opératoire. Bon, je témoigne pas en tant qu'acteur, hein, si vous voulez, dans cette affaire. Et oui, je pense que c'est un principe opératoire et beaucoup y tiennent, y compris parmi ceux qu'on croit être les plus opposés à la laïcité. C'est-à-dire que le principe de la laïcité, beaucoup de musulmans pensent que c'est un principe opératoire, simplement certains l'interprètent différemment. Dans le sens d'une laïcité libérale, une laïcité ouverte, une laïcité de reconnaissance, comme on dit maintenant, et d'autres l'interprètent comme une laïcité par rapport, pour un peu, disons, freiner les ardeurs ou les désirs de reconnaissance au-delà de ce qu'une religion peut obtenir dans l'espace laïque. Donc vous voyez que ça peut... Et bon, dans ce sens-là, je pense que la laïcité est suffisamment opératoire, vraiment. Elle a encore des vieux restes, et que bon, elle ne se réduit pas simplement à des principes intangibles. Enfin, c'est un principe en lui-même, mais du moins à une idéologie vraiment, disons, comment dire, opposée à l'expression des religions. Dans ce sens-là, elle est toujours opératoire, et peut-être le sera pour les musulmans. Mais ça renvoie à une autre question de savoir comment les musulmans, en Europe en général et en France en particulier, à cause de la laïcité, comment ils peuvent trouver les moyens de vivre au mieux leur pratique et leur confession. Et bon, toutes les options sont ouvertes et elles ne sont pas fermées. Alors là, ça vous voyez, parce que dans le livre, je fais une analyse vraiment, si vous voulez, circonstanciée, historique. Donc du coup, si on revient à la racine du mot, c'est assez intéressant parce qu'il faut le remettre dans le contexte. Et c'est vrai que je cite des auteurs qui parlent d'islamophobie, création du mot au début du XXe siècle, pardon, par certains administrateurs coloniaux, qui parlent d'islamophobie par rapport des populations au Maghreb, au Maroc et puis en Afrique noire. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, c'était dans un contexte complètement différent. L'islamophobie, c'était le contraire d'islamophilie. Et l'islamophilie voulait dire simplement être ouvert aux civilisations, cette culture musulmane, mais qui n'empêchait en rien d'être peut-être très colonialiste par ailleurs. C'est le cas de Lyautey, qui était un islamophile. C'était le cas d'un certain nombre de promoteurs qui ont voulu la construction de la mosquée de Paris, qui n'étaient pas forcément des indépendantistes. Donc vous voyez que le mot islamophobie, ça s'adressait plutôt à des gens qui étaient vraiment très très islamophobes, pour le coup. Après, il y a eu le mot islamophobie tel qu'il a, pour faire court, tel qu'il a été un petit peu développé à partir des années 80 et 90, et en particulier en Angleterre. Mais là, l'islamophobie, l'acception d'islamophobie, elle s'entend de manière très large. D'ailleurs, même en Angleterre, il est contesté, ce mot d'islamophobia, puisqu'il avait été très loin dans sa définition, et qui était d'attaquer l'islam, et donc la confusion entre musulman aussi, qui n'est pas simplement un État religieux, mais qui est aussi un État ethnico-religieux. Donc, ce qui fait que l'acception était beaucoup plus large. Du coup, c'est arrivé en France dans un contexte de crise, comment dire, de combat idéologique. Et bon, pour résumer la chose,
en deux mots, c'est la bataille Taguieff-Gesser. L'un parle de judéophobie en disant, mais tiens, la judéophobie, c'est ces infâmes gauchistes marxistes qui ont dévié, qui effectivement, défendant la cause palestinienne, en ont fait, l'antisionisme est devenu de l'antijudaïsme, etc., etc., etc. Et en face, lui répond Vincent Gesser, qui dit, non, mais la nouvelle islamophobie, c'est pas mal non plus. Hein. C'est effectivement, donc du coup, le musulman comme ennemi. Donc on est dans un contexte idéologique. C'est-à-dire que, et du coup, l'islamophobie, je ne conteste pas la validité du mot. C'est-à-dire que, pourquoi pas. Mais du coup, ce qui pense être finalement des attaques contre une religion devient effectivement quelque chose, enfin une religion au sens civilisation, au sens culture, etc., et non pas religion, tout simplement, alors qu'effectivement, il y a de l'islamophobie au sens où il y a des agressions contre les mosquées, contre des gens parce qu'ils sont musulmans, il y a une islamophobie, etc. Ensuite, dernier élément, il y a un élément aussi idéologique très puissant, parce que très, très rapidement, un organe les plus influents qui s'est occupé de la lutte contre l'islamophobie, de lutter contre l'islamophobie, a inscrit en tête de ces, si vous voulez, de ces cibles l'islamophobie d'État. Donc en définissant une islamophobie d'État, il dénonçait politiquement des lois. Je ne conteste pas la validité ou pas de la loi de 2004 ou celle de 2009, encore que celle de 2009-2010, bon, on peut en discuter, mais celle de 2004. Et du coup, c'était un acte islamophobe. Donc vous voyez, alors qu'effectivement, et c'est pour ça dans le livre, je développe beaucoup, dans ceux qui sont attaqués d'islamophobie, on a des gens très différents, comme par exemple les néoconservateurs américains, hein, les clashs des civilisations, etc., Bernard Lewis, on a des républicanistes de gauche, et on a les identitaires de tout poil, dominés quand même par l'extrême droite. Donc on a quand même une palette très large des gens qu'on peut définir comme islamophobes. Mais ça ne nous donne pas plus le sens d'islamophobie qui, à mon avis, doit être réservé à des faits avérés comme étant une attaque contre des musulmans. Ça, c'est tout un... Parce que ça renvoie à une civilisation musulmane. Alors, ça a un danger parce que ça peut renvoyer à une vision très, très néoconservatrice américaine, la civilisation musulmane, la civilisation occidentale. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Bon, comme beaucoup de gens. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre l'islam et l'Europe. Et ça, c'est de la géopolitique. Parce que ça veut dire, est-ce que les musulmans d'Europe sont des Européens? Oui. Grossièrement, oui. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle, en tant qu'Allemand, en tant que Français, en tant qu'Anglais, et ça, on s'en aperçoit peut-être pas assez, très bien. Donc le musulman individuellement pris en tant que fidèle et donc adepte d'une religion, s'ils s'inscrivent dans un mouvement mondial et s'ils sont en Europe de plus en plus présents, ils peuvent jouer un rôle positif dans la vision géopolitique justement des relations. Alors c'est la fameuse... alors le débat, est-ce qu'il faut envoyer un représentant musulman à l'OCI pour donner la preuve que nous sommes... Alors certains disent, mais non, nous ne sommes pas un pays musulman, nous ne pouvons pas. D'autres, si, parce qu'effectivement, il suffit d'être... Si on assiste là, on peut donner de la voix par rapport aux musulmans de France. Donc il y a un débat. Après, il y a le débat sur une géopolitique de l'islam, comme Daesh et puis les expressions exacerbées de la Libye, de Boko Haram, de tout ça. Est-ce que ça dessine un espace musulman? Là, je ne suis pas sûr que l'espace musulman en tant que tel, et 1,5 milliard de l'Indonésie à Maroc, ça corresponde à une réalité. Là, je ne pense pas. Alors, que ça se revendique de l'islam, c'est une chose, mais bon, est-ce que ça définit une nouvelle géopolitique, des futurs développements qui vont inscrire, si vous voulez, le fondamentalisme de manière durable, hein, avec des États stabilisés et tout? Ça, je ne suis pas expert en la matière, mais je pense que c'est une crise et qu'à un moment donné, y compris l'OCI, hein, l'Organisation islamique, tous les pays musulmans sont dans une autre logique. Et donc, il y a des logiques, si vous voulez, permanentes qui vont jouer dans ce sens-là, mais que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment regrettable, mais si vous voulez, ça ne va pas être stable pendant les années qui suivent, ça va être un problème, mais que c'est pas ça qui définit une géopolitique de l'islam, quoi.